On entame la correction du DS numéro 3, composé de 4 exercices. Le premier exercice, comme souvent, des applications quasiment directes du cours. Voilà, rien de particulier, si ce n'est qu'il faut connaître son cours pour pouvoir le faire. Donc dans ce premier exercice, première question, on me demande de calculer un produit de matrice. Donc la matrice A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, multiplié par sa transposée. Donc sa transposée, je vais tout simplement écrire les lignes en colonne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2. Donc je vais faire le produit de ces deux matrices. 1 multiplié par 1, ça me fait 1. 2 fois 2, 4. 3 fois 3, 9. 9 plus 4, 13. Et 1, 14. Ensuite, 4. Et 2 fois 5, 10. Donc 14. 14 plus 3 fois 6, 18. Donc 18 plus 14. Je ne devrais pas faire les choses si tard. J'ai du mal à me concentrer. 18 plus 14, 32. Ensuite, 0, 2 et 3, 6. Ensuite, 4, 5, 6 multiplié par 1, 2, 3. Remarquez qu'en fait, ça, on l'a déjà fait. Parce que tout à l'heure, on a fait 1 fois 2, enfin 1, 2, 3 multiplié par 4, 5, 6. On a exactement la même chose. Donc, on peut refaire le calcul, mais on va, en toute logique, trouver 32. Ensuite, on va avoir 4, 5, 6 multiplié par 4, 5, 6. Donc, 4 fois 4, 16. 5 fois 5, 25. 6 fois 6, 36. 36, donc plus 25, 61. 61 plus 16, ce qui doit nous faire 77. Ensuite, 4, 5, 6 multiplié par 0, 1, 2. 4 fois 0, 0, 5. 5 plus 12, ça doit nous faire 17. Ensuite, 0, 1, 2 multiplié par 1, 2, 3. Ça, si on regarde, on l'a déjà fait tout à l'heure, puisque tout à l'heure, on a fait 1, 2, 3 multiplié par 0, 1, 2. Donc, on doit trouver 6. Ensuite, 0, 1, 2 multiplié par 4, 5, 6. Là, ça, on vient de le faire en fait. 4, 5, 6 multiplié par 0, 1, 2. Donc on peut refaire le calcul là aussi, mais sinon ça fait 17. Et ensuite, il reste à faire 0, 1, 2 multiplié par 0, 1, 2. Donc 0 fois 0, 1 fois 1, 1, 2 fois 2, 4, ce qui nous fait 5. Donc finalement, A multiplié par sa transposée vaut la matrice, donc 14, 32, 6, 32, 77, 17, 6, 17, 5. Voilà la première question qui nous permet de faire un produit et une transposée. Question B, on me demande de montrer que M multiplié par sa transposée est une matrice symétrique avec M appartenant à Mn de R. On peut vérifier que ça fonctionne bien, puisque la matrice que l'on vient de faire est bien symétrique dans le cas où A est cette matrice-là, et voilà sa transposée. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice symétrique? Une matrice symétrique, c'est tout simplement une matrice qui est égale à sa transposée. Donc je vais calculer la transposée de la matrice qu'on me demande de calculer. La transposée d'un produit, c'est le produit des transposés, mais que l'on fait dans l'autre sens. Donc je vais chercher la transposée de M, multipliée par la transposée de M. Et, on l'a dit dans le cours, la transposée de la transposée, c'est la matrice elle-même. Je viens donc de dire que la matrice M multipliée par T de M était égale à sa transposée. Donc elle est symétrique. Voilà pour cette première question. Passons à la deuxième. On nous donne une matrice 4, 4, mais relativement simple. Montrer qu'elle est inversible et déterminer son inverse. Donc cette matrice M est une matrice triangulaire. Elle est triangulaire supérieure, mais le fait qu'elle soit supérieure, ce n'est pas une information vraiment importante ici. M est triangulaire et aucun de ses coefficients diagonaux n'est nul. Donc elle est inversible. Malheureusement,
Là, cette méthode ne nous donne pas l'inverse directement, mais on va le trouver, ça ne va pas être très compliqué. Donc, on va utiliser le pivot de Gauss pour ça. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 3. Voilà. Et je mets en face la matrice identité d'ordre 4. C'est une matrice 4-4, donc a priori ça peut nous faire beaucoup de calculs, mais les coefficients sont suffisamment simples pour que le travail soit vraiment centré sur l'utilisation de l'algorithme du pivot de Gauss et pas vraiment sur les calculs. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Je vais remonter. Donc la dernière ligne, je la laisse telle quelle. Ensuite, la ligne 3, je vais la remplacer par la ligne 3 moins la ligne 4. Donc je vais avoir 0, moins 0, 0, 0, moins 0, 0, 1, moins 0, 1, 1, moins 1, 0. Ça tombe bien, ça marche assez bien. Et donc ici, on va avoir 0, 0, 1 et 0, moins 1, moins 1. Ensuite, je passe à la ligne 2. La ligne 2, donc c'est celle-là, je vais faire la ligne 2 moins la ligne 3. Alors attention, là je fais plusieurs opérations simultanées. Quand on fait ça, il faut être bien rigoureux, bien penser que c'est ces lignes-là que je vais utiliser pour faire mes opérations. Donc 0 moins 0, ça me fait 0. 1 moins 0, 1. 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. Évidemment, je vais utiliser ces deux lignes-là ici pour faire les calculs. Donc 0 moins 0, 0. 1 moins 0, 1. 0 moins 1, moins 1. 0 moins 0, 0. Et la ligne 1, je vais la remplacer donc par la ligne 1 moins la ligne 2. Toujours pareil, ces deux lignes-là. 1 moins 0, 1. 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. J'ai obtenu la matrice identité. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire le travail ici. 1 moins 0, 1. 0 moins 1, moins 1. 0 moins 0, 0. 0 moins 0, 0. Voilà la matrice identité. Donc M est inversible d'inverse M-1 égale donc 1 moins 1, 0, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, 0, 1. Voilà pour la question 2A. J'avais oublié le petit a ici. Passons à la question 2B. On me donne un système, montrer que le système est de Cramer et en donner l'unique solution. Je vais me donner deux matrices. La première que je vais appeler grand X, qui va être la matrice avec mes inconnus. Donc X, Y, Z, T. Et une deuxième matrice qui va être mon second membre. 1, 2, 3, 4. Le système S, en fait, il équivaut au système matriciel, à l'équation matricielle, mx égale b. Je ne devrais pas écrire ça comme ça. Donc, je vais reprendre les choses. Le système S s'écrit, je vais plutôt le mettre comme ça, s'écrit, j'oublie le R, mx égale b. Or, m est inversible, c'est la question d'avant, donc S est de Cramer. Une nouvelle page. Comment trouver nos équations? Comme m est inversible, on a x égale m-1 multiplié par b. C'est-à-dire cette matrice, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, 0, 1, multiplié par la matrice B qui est la matrice 1, 2, 3, 4. Et donc, ça me fait quoi? Une fois 1, 1.
1 moins 2, moins 1, plus 0, plus 0. Donc ici, je vais avoir moins 1. Ensuite, j'ai 0 fois 1, 2 fois 1, 2, 2 moins 3, ça me fait moins 1 aussi. 0 fois 0, 3 fois 1, 3, 3 moins 1 fois 4, 3 moins 4, moins 1. Et ma dernière valeur, il me reste juste 4. Donc, la solution de mon système, c'est le quadruplé, moins 1, moins 1, moins 1, 4. Voilà ce qui termine cette question 2b. Et évidemment, si jamais vous me résolvez le système tel qu'il est écrit, en utilisant le pivot de Gauss, ça fonctionne aussi. Mais c'est un petit peu dommage parce que c'est du temps perdu dans ce cas-là, alors que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez trouvé normalement tout ce qu'il faut à la question précédente. Donc, question suivante, des probas. On a donc ABC 3 événements tels que A union B union C égale oméga, A inter B égale A inter C égale B inter C égale l'ensemble vide, et D est un autre événement. P, une probabilité sur l'espace probabilisable oméga P de oméga. On nous donne P de A, P de C, P de B inter D, P de D sachant A, et on sait que C et D sont indépendants. Question 3a, déterminer P de D inter A. P de D inter A, ça peut être P de D multiplié par P de A sachant D, sauf qu'on ne nous donne aucune de ces deux informations. Mais c'est aussi, par la formule des probabilités composées, P de A multiplié par P de D sachant A. On nous donne les deux. Donc P de A, c'est 1 tiers. P de D sachant A, c'est 1 demi. C'est-à-dire que ça nous fait 1 sixième. Donc par la formule des probabilités composées. C'est réglé pour la première question. Deuxième question, P de D. Typiquement, là-dedans, vu les informations que l'on a, il faut utiliser la formule des probabilités totales. On peut le faire, puisque d'après ce qui est dit dans l'énoncé, ABC est un système complet d'événements. Donc d'après cette formule des probabilités totales, vous avez P de D qui est P de D inter A qu'on vient de calculer, plus P de D inter B qu'on nous donne dans l'énoncé, plus P de D inter C qu'on ne nous donne pas, mais on sait que C et D sont indépendants. Donc P de D inter A, on vient de le calculer, c'est 1 sixième. Plus P de D inter B, c'est 1 sixième aussi, donc. Plus, eh bien ici, je vais avoir P de C multiplié par P de D par indépendance. Et P de C, je le connais. P de C, c'est 1 quart. Donc j'ai 1 sixième, plus 1 sixième, plus 1 quart, multiplié par P de D. Donc on a une espèce d'équation dont l'inconnu serait P de D. Donc 1 sixième plus 1 sixième, ça nous fait 1 tiers. Vous avez donc P de D moins 1 quart de P de D qui est égal à 1 tiers. 1 sixième plus 1 sixième. Donc si vous préférez, 3 quarts de P de D est égal à 1 tiers. Et donc P de D vaut 1 tiers multiplié par l'inverse de 3 quarts, c'est-à-dire 4 tiers, c'est-à-dire 4 neuvièmes. Dernière question, c'est la question C. Calculer P de A sachant D. Qu'est-ce que c'est que P de A sachant D? C'est P de A inter D sur P de D. On pourrait utiliser la formule de Bayes, mais ici c'est pas nécessaire parce qu'on a calculé tout ce qu'il fallait avant. P de A inter D, je crois qu'on a trouvé 1 sixième. Et P de D, on vient de trouver 4 neuvièmes. C'est-à-dire donc 1 sixième multiplié par 9 quarts. Petite simplification qui s'opère. Et donc on va obtenir 3 sur 8. Donc P de A sachant D, c'est 3 huitièmes. Voilà pour la question 3 de cet exercice 1. Passons à la question 4.
une question sur les suites. On nous donne une suite. Montrer que pour tout n, un est supérieur ou égal à 0. Typiquement, vu ce qu'il y a là-dedans, c'est une récurrence. Donc, on est dans n étoile. On note Pn, la proposition, un, supérieur ou égal à 0. Bon. Une petite initialisation. Qu'est-ce qui se passe pour n égale à 0 ? Pour n égale à, non pas 0, mais à 1. U1 est égal à 3, c'est largement positif. P de 1 est donc vrai. L'hérédité, on se donne un entier n, tel que la proposition P de n est vraie. Et on va démontrer que la proposition Pn plus 1 est vraie. Qu'est-ce que c'est que Pn plus 1 ? C'est donc un plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc je vais m'intéresser à un plus 1. Un plus 1, c'est 2un plus 1 sur n. Or, comme P de n est vrai, un supérieur ou égal à 0, et bien sûr, 1 sur n est strictement positif. Donc, on en déduit que un plus 1 est supérieur ou égal à 0, puisque c'est la somme de deux nombres positifs. On vient de démontrer que Pn plus 1 était vrai. Reste à conclure, par récurrence, pour tout n appartenant à n étoiles, la proposition est vraie, c'est-à-dire que un est supérieur ou égal à 0. Voilà pour la première question de cet exercice. La première sous-question, je devrais plutôt dire, de cette question. Petit b. Étudier la monotonie de la suite. Toujours pareil. Je vais calculer ce qui marche dans 99,9% des cas, un plus 1 moins un. Un plus 1 moins un, c'est donc 2un plus 1 sur n moins un. En d'autres termes, c'est un plus 1 sur n. On vient de dire que un était supérieur ou égal à 0, donc un plus 1 sur n est supérieur ou égal à 0, puisque un positif. Donc, la suite un est une suite qui est croissante. On nous demande d'en déduire qu'en fait, un est toujours supérieur ou égal à 3. Un est croissante, son premier terme vaut 3, comme un croissante. Eh bien, pour tout n appartenant à n, un va être supérieur ou égal à u1, alors étoile ici, d'où, pour tout n appartenant à n étoile, un supérieur ou égal à 3. Voilà pour ce petit b. Passons au petit c. On suppose uniquement dans cette question que la suite un converge. Déterminer alors les limites finies possibles pour cette suite. Donc on suppose que un converge vers L appartenant à R. Par passage à la limite, puisque vous avez 1 sur n qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, eh bien vous avez que L est égal à 2L. Et c'est obligatoirement que L égale 0. Donc si un converge, elle ne peut converger que vers 0. Question D. On nous demande si la suite est majorée. Si jamais la suite était majorée, elle convergerait puisqu'elle est croissante. Supposons que un est majoré. Comme un est croissante, c'est la question B. Elle converge. Et on a dit que si elle convergeait vers sa seule limite possible, c'était 0. Donc elle converge alors vers la seule limite possible,
qui est 0. Or, pour tout n appartenant à n étoiles, un supérieur ou égal à 3. Comme un est plus grand que 3, un ne peut pas converger vers 0. C'est contradictoire. Donc la suite un n'est pas majorée. Et donc, on ne nous le demande pas, mais on peut le dire, hein, elle diverge vers plus l'infini. Ça n'était pas demandé dans la question. Dernière question de cet exercice 1. La limite quand x tend vers 0 de 1 sur x carré. Là, c'est vraiment du court. Limite quand x tend vers 0 de 1 sur x carré. C'est plus l'infini. C'est vraiment pour savoir si vous avez écouté ce chapitre suivant. Eh bien, c'est tout pour cet exercice 1.